Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Sébastien Mayer, qui a participé aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 en K4 et qui, 30 ans après, est encore d'une forme physique incroyable aussi bien sur l'eau qu'en dehors. On revient donc sur ses débuts, son entourage, son entraînement et son évolution, l'arrivée des tests et comment il a aidé sa fille à participer aux Jeux Olympiques en 2012. C'est un super épisode encore une fois qui j'espère vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Sébastien Mayer et ses secrets. Salut Seb, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien Rudy, et toi ? Moi ça va bien, on est en plein championnat de France. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé pour toi pour l'instant ? Plutôt, ouais, voilà. Un peu compliqué parce que c'est un bassin très agité, mais déjà ça me fait plaisir d'être là. Et puis de pouvoir faire un petit peu... rencontrer les anciens, c'est surtout ça la priorité. Et puis essayer de me faire plaisir, même si c'est compliqué. Ça fait combien de temps que tu pratiques le kayak ? Alors moi, ça fait combien de temps ? J'ai 52 ans, et j'ai commencé à 13 ans. Champion de France minime. Et ça fait 41 ans alors ? Voilà. Non, 52 ans, pardon. Je me suis trompé, 39 ans. Ouais, c'est ça. Et comment t'as commencé le kayak alors ? Alors moi, je suis au club de Mulhouse et puis j'ai commencé le kayak parce que mon père faisait du kayak. Alors ça, c'est une première chose, c'est pour ça que je suis arrivé au club de kayak. Mais après, c'était surtout parce qu'on était une bande de potes. Voilà, on se marrait bien, on faisait un peu les cons. J'étais pas parti pour faire de la compétition, mais après, voilà, c'est arrivé progressivement. Et puis tout le monde s'est mis à la compète. Moi, j'ai suivi. Et tu faisais d'autres activités sportives avant ? Non, alors moi je suis d'une génération où on traînait beaucoup dans le quartier. Donc quand tu traînes dans un quartier, tu fais beaucoup de choses. Tu fais du foot, tu vas courir à droite à gauche, tu fais des cabanes. Voilà. Et puis moi je me suis mis au kayak juste parce que voilà, je suis arrivé comme ça en suivant mon père. Hein. Et je vois que tu es particulièrement grand. Tu étais déjà grand quand tu étais enfant ? J'étais déjà peut-être plus grand que la moyenne, mais j'étais un peu bouboule. C'est vrai, j'étais un peu gras. Je croirais pas comme ça. Non, là t'es en forme, hein, pour ton cas à 52 ans, t'es en méga forme. Hein. Ouais, mais j'étais un peu gras et puis je pense que c'est le sport qui m'a permis aussi. J'ai continué à grandir, hein, et après le sport a fait que j'ai perdu du poids. Je me suis affiné. Quand t'as commencé le kayak, est-ce que t'as rapidement fait des compétitions ? Alors, j'ai commencé, j'étais minime. 13 ans, minime 1, j'ai fait 2e au championnat de France. Oh, putain. Donc ouais. Ça lance, on va dire que ça lance un peu la carrière. Enfin non, c'est surtout que ça te donne envie de continuer. On peut pas dire que tu as 13 ans. Enfin moi, je suis pas du genre à me dire, je vais faire du haut niveau à 13 ans parce que j'ai fait vice-champion de France au championnat de France. Mais d'ailleurs, la preuve c'est qu'en minime 2, j'ai rien fait. Voilà, j'ai fait le championnat de France, mais j'ai rien fait. Donc c'est venu plutôt après, j'irai en cadet, en junior. C'est là que je me suis dit, ouais, ça vaut le coup peut-être de persévérer et puis de tenter quelque chose. Mais après, c'est vrai que la génération actuelle, on essaie de faire des athlètes de haut niveau très jeunes, alors que nous, à notre époque, moi, j'ai décidé de faire du sport de haut niveau, j'avais 19 ans. Voilà. C'est en attendant de voir comment
je vais progresser. Même si en junior et en cadet, j'étais déjà performant. En junior, j'étais en équipe de France junior, hein, j'ai fait les champions du monde. Donc voilà, ça donne envie. Mais c'est surtout à partir de 19 ans, voilà, quand je suis arrivé dans la catégorie senior, où la première saison, je me suis dit j'y vais pour voir. À la fin de la saison, je dis ça vaut le coup d'essayer et puis tenter comme mon père, hein, tenter les Jeux Olympiques parce que voilà, on est quand même une culture olympique à la maison. Donc je me suis dit tiens, je vais tenter comme lui. J'ai 3 ans pour me préparer et puis ça a fonctionné. Voilà. Est-ce que tu sentais une pression de ton père ? Non, pas du tout, jamais. Non, il nous a jamais vraiment poussé. Après, par contre, quand j'ai décidé de faire, il m'a conseillé, oui. Plutôt conseillé que mettre une pression. Je dérive un petit peu, mais justement j'avais interviewé François Barou, que tu dois connaître, et donc il m'avait dit dans le podcast que lui, son fils Maxence, je lui avais jamais trop demandé conseil. Quel conseil te donnait ton père, si tu te souviens ? Alors moi c'était plutôt dans la gestion d'une carrière. Voilà, parce que lui il est d'une génération où il n'y a pas de professionnalisme, hein. C'était vraiment fallait travailler, s'entraîner, essayer de trouver des arrangements. Moi à mon époque c'était un peu pareil aussi, hein. J'ai galéré un petit peu, j'ai commencé à travailler à 18 ans, hein, donc j'ai galéré un petit peu au début, mais j'ai réussi à faire ce qu'on appelle maintenant un double projet. Voilà, et il m'a plutôt conseillé de ce côté-là. Voilà. Pas sur la performance, mais plutôt sur la gestion. Sur la vie ? Ouais, voilà, plutôt ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme étude alors ? Alors moi j'ai un parcours très spécifique, hein, parce que voilà, l'école c'était pas trop mon truc. Et donc je suis sorti de 5e, j'ai fait un CAP, j'ai fait un BEP d'électromécanique, et après j'ai fait un brevet d'État, canoë-kayak. Après j'ai commencé à travailler dans le canoë-kayak. Après j'ai fait un BE2. Après je suis rentré dans la fonction publique et j'ai fait un concours d'ETAPS. Et maintenant je suis CETAPS. Voilà. C'est quoi CETAPS ? Donc CETAPS c'est cadre de la fonction territoriale. Ok. Voilà. Donc maintenant je gère un établissement dédié à l'excellence sportive. Putain, génial. Ouais, voilà. Je reste dans le sport, mine de rien. Je suis passé par un CAP, un BEP, mais comme ça. Voilà, c'était entre guillemets par erreur. C'était surtout parce que mon père travaillait dans une boîte où il aurait toujours pu me trouver du boulot. Voilà, c'était une réchappe, on va dire, mais c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais continuer à travailler dans le sport. Et puis en plus, j'ai fait une carrière quand même longue. J'ai arrêté à 34 ans, le haut niveau. Donc voilà, il fallait arriver quand même à conjuguer les deux, plus une vie de famille, parce que voilà, j'étais papa très tôt aussi, donc tout ça fait que il fallait une bonne gestion, et du coup mon père m'a aidé à gérer tout ça. Ça, c'est génial. Voilà. Ah, c'est génial. Ouais. Quand tu étais très jeune, donc minime, cadet, combien de fois par semaine tu t'entraînais ? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Voilà, mais c'est ça ma question. Qu'est-ce que tu faisais ? Peut-être 3 fois par semaine. 3 fois par semaine ? 3 fois par semaine. Et tu faisais d'autres choses à côté ? Tu courais ou ? Bon, après, non, on faisait surtout du kayak. Et après, ce qu'on faisait à côté, c'était plus l'hiver. Voilà, nous on est sur Mulhouse. Mulhouse, c'est un canal. Quand il fait froid, il n'y a pas de vent, ça gèle. Ah, ça gèle ? Ouais. Donc quand ça gèle, tu ne fais pas de bateau. Ah ouais, ça gèle complètement. Ouais, ça gèle. Donc tu fais pas de bateau et du coup tu vas pas attendre que ça dégèle pour commencer à t'entraîner. Donc tu fais d'autres choses. Donc le club de Mulhouse était organisé aussi d'une certaine façon où l'hiver on avait des salles de sport, on pouvait faire du sport co, on pouvait faire des circuits traînés avec des agrès de gym, on allait faire du ski de fond puisqu'on avait la montagne à côté. Donc voilà, on a appris à faire d'autres choses. Voilà, en attendant que les beaux jours reviennent et qu'on puisse nouveau naviguer. Mais sinon, à la base, moi je voulais faire du kayak, je voulais rien faire d'autre. Est-ce que tu penses que justement cette multidisciplinarité, à cause du bassin gelé, c'est quelque chose qui t'a servi pour la suite ? Oui. Ouais. Moi, voilà. Quand je dis faire du ski de fond, je fais du ski de fond, du vrai ski de fond. C'est-à-dire que ça me dérange pas de partir là. On me dit on va faire du ski, on va faire 30 bornes, on va faire 30 bornes. Ça me va, parce que j'ai appris à le faire, j'ai la technique pour le faire. Puis après, avec l'équipe de France, c'est pareil, on allait faire des stages de ski de fond. Donc on a toujours été... Quand tu réfléchis, le ski de fond, ça peut ressembler au kayak, sur les appuis. Bras à jambes, voilà, quand en ski de fond, quand tu vas glisser sur ton pied, et tu vas faire un transfert de poids, et puis tu vas te pousser avec le bâton. Puis tu fais ton transfert de poids de gauche à droite, en kayak c'est pareil. Donc c'est quelque chose qui se fait assez facilement, mine de rien. Oui, mais moi, ça m'a toujours plu de faire d'autres choses. Voilà, parce que justement,
quand tu fais du haut niveau dans une discipline, quand tu es en stage de kayak, tu sais qu'il y a toujours un peu de pression. Surtout les premiers stages de la saison où tout le monde s'entraîne dans son coin et puis tu te retrouves et tu dis est-ce que je me suis bien préparé, est-ce que je suis bien. Donc les premières séances, là, c'est les courses à toutes les séances. Alors que quand tu vas faire un stage de ski de fond, c'est pas du tout le cas. C'est plus posé, tu sais que tu viens pour faire un travail physique et voilà. Donc c'est autre chose, c'est une autre mentalité. Cette habitude du ski de fond, c'est quelque chose que tu as gardé tout au long de ta carrière ? Oui. Ouais, même encore maintenant. Je vais tous les ans. On se retrouve avec Maxime Bocon. Là, cet hiver, on est parti faire du ski de fond ensemble. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on aime bien. À partir de quand tu as augmenté ta fréquence d'entraînement alors en kayak ? C'est venu, on va dire, crescendo quand même. Minime, voilà, c'était peut-être 3 séances. Cadet, c'était 3-4. Je dirais que c'est plutôt en junior où ça a commencé où on se dit il faut, si tu veux être performant, si tu veux aller au championnat du monde, dans l'équipe de France, il faut être plus régulier, en faire plus. Ouais, je passais peut-être à 5-6 séances par semaine. Okay. Voilà. Et là, du coup, on rajoutait aussi la musculation. Voilà, je dirais que la musculation, j'ai commencé en junior, pas avant. Ok, c'est ce que j'allais te demander. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais un entraîneur qui te suivait ? Comment ça se passait à Mulhouse ? Il y avait un entraîneur ? Non, c'était des bénévoles. Voilà, tu t'allais t'entraîner avec les anciens. Moi, en junior, j'allais m'entraîner avec les seniors du club. Voilà, je leur courais après. Mais j'avais envie, j'étais demandeur. J'avais dit, si tu veux progresser, t'as pas le choix. Il fallait t'entraîner avec les plus forts du club. Donc moi, je me suis toujours entraîné avec les seniors du club quand j'étais junior. Voilà. C'est ce qui m'a permis aussi. Tu apprends d'eux, donc et puis un club, c'est pas comme une équipe de France. Un club, c'est une famille. Et tout le monde veut être tiré vers le haut. Donc automatiquement, les plus forts vont te dire bien avec nous. Tu fais comme tu peux. Et puis s'il faut, on fera demi-tour, on viendra te chercher. Et puis voilà. Et petit à petit, au début, tu es à la traîne. Et puis de temps en temps, tu es tout content quand tu arrives à finir la séance avec eux. Et puis un jour, tu finis la séance avec eux. Et puis après, tu es devant eux. Et c'est comme ça que tu progresses. Tu as été sélectionné donc en junior et tu as fait le championnat du monde en junior. Est-ce que pour toi c'était une consécration un peu d'être sélectionné en équipe de France ? Consécration, peut-être pas, non. C'était par rapport à un travail, voilà. Ça aboutit à quelque chose. Et puis après, pareil, oui. La première fois que tu vas en équipe, tu peux être fier. Tu dis, ouais, je suis en équipe de France. Quand tu vas parler avec les potes à la maison, tu dis, les gars, je suis en équipe de France, je vais faire les championnats du monde, c'est génial. Eux, ils te voient, les championnats du monde, ils disent, c'est comme ce que tu vois à la télé. Alors que ça n'a rien à voir, quoi. C'était comment alors ce championnat du monde ? C'était génial. Surtout qu'en plus, nous, on a encore connu les pays de l'Est. Donc, tu voyais le professionnalisme un peu des pays de l'Est et puis toute la machine qui était mise autour de ça. Et puis nous, on était bien suivis, mais ça n'avait rien à voir. Voilà, eux, les études, ils n'avaient rien à cirer et puis ils s'entraînaient. Alors que nous, la priorité, c'était les études. Même si, comme j'ai dit, moi, je faisais pas de hautes études, mais j'étais quand même dans une formation. Il fallait que je fasse aboutir ma formation. Combien t'as fini à ce championnat du monde ? Tu te souviens ? On a fait 7e sur le K4000. Ouais, finale 7e. Pas mal ? Ouais, c'était pas mal, ouais, c'était pas mal. En plus, on était junior 1, la plupart, donc... c'est énorme, alors. C'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Par la suite, là, t'es junior. Quand tu passes senior, est-ce que ta fréquence d'entraînement augmente encore ? Ouais. Donc là, pour le coup, j'ai commencé à travailler. Et donc, je travaillais à la base de kayak et je préparais mon brevet d'état. Donc, j'étais sur place. Donc, dès que j'avais un petit moment... paf, je m'entraînais. Ça veut dire combien de fois par jour ? Je pouvais m'entraîner 2 fois par jour. Voilà, dès que j'avais un peu de temps. En gros, c'était des grosses journées que je faisais, parce que j'arrivais le matin à 8h, je m'entraînais jusqu'à 9h. Après, souvent, j'avais des scolaires jusqu'à midi. Après, nouveau au début d'après-midi. Et après 16h, je me rentraînais. Voilà. En hiver, tu as moins. Donc, je passais mes journées à m'entraîner. Mais ça m'a permis de faire ce bond. Alors, quand j'ai dit que je savais pas encore si j'allais faire du sport de haut niveau, mais quand je suis arrivé senior 1, j'avais ce temps pour m'entraîner et je dis vas-y, profite et on verra si après tout ce travail va payer. Et puis ça a payé derrière. Voilà, donc après je dis c'est comme ça qu'il faut faire, t'as pas le choix. Si tu veux être performant, il faut bouffer les bornes. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que le travail qui paye. Donc je dis allez hop, j'y vais. Et en plus, ce qui était
ce qui était un peu difficile, par période, je dis pas toujours, c'était que j'étais tout seul sur Mulhouse à faire ça. Et justement, j'allais te demander, alors qui te tirait là, ce coup-ci, comment tu... Là, ce qui me tirait, c'était le chrono. Voilà, j'avais le chrono sur le bateau et l'objectif, c'était de descendre les chronos. Voilà, donc je faisais tout ça au chrono. Après, j'ai eu la chance aussi, justement, j'avais un ancien du club qui avait arrêté de faire du kayak. C'était Denis Morer à l'époque, qui avait aussi fait, qui était aussi en équipe de France à un moment. Lui, il avait un travail, parce que nous on a la Suisse à côté, donc il travaillait en Suisse et il travaillait du matin ou de l'après-midi. Donc on se calait, c'est lui qui me suivait. Voilà, on faisait les plans d'entraînement ensemble et il me suivait à l'entraînement. Lui, il me suivait avec le bateau à moteur. Et du coup, je faisais la course avec lui. Voilà, donc je faisais à 18, il disait voilà, le 1000 à 18. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, temps aux 100 mètres, on passait temps aux 100 mètres. Et puis moi, il fallait que je suive ou que je sois devant. Mais j'avais pas le droit d'être derrière. C'est marrant ce que tu dis parce que souvent on dit que le kayak c'est une histoire de sensation. Ouais. Et toi, c'était beaucoup au chrono, donc c'est un peu différent, ouais. Ouais, après, de toute façon. Moi, j'aime beaucoup le chrono, mais on n'a pas le choix, Si tu descends les chronos, automatiquement, t'es fort. Bien sûr. Voilà, donc c'est le chrono. Ouais, moi, j'aime bien cet esprit rationnel, mais moi, ça me parle plus. Et après, même, je dirais, dans la préparation, ce qui fait que, quand t'arrives au départ d'une course, les adversaires qui sont à côté, ils sont juste là pour t'aider à descendre le chrono. S'il est plus fort, il est plus fort. Mais en tout cas, ils vont te tirer vers... Si celui qui est plus fort va te tirer, et ça va te permettre de descendre ton chrono. Donc c'est comme ça que je le voyais, moi. Même si, bien sûr, au départ d'une course, tu as une pression. Ou alors, tu veux trop suivre, et puis t'as pas le niveau pour suivre. Et puis ta course, tu la foires. Voilà, plus d'une fois, c'est arrivé, c'est normal. Mais il faut tenter. Voilà, le but, c'est quand tu es au départ d'une course, il faut que j'essaie de suivre les plus forts. Des fois, t'es pas prêt, donc voilà, tu restes pas dans ton schéma de course, et alors là, tu peux vite exploser. Tu te souviens la première fois que tu as été sélectionné en senior ? Alors c'était d'abord le premier stage. Voilà, avant de faire une compète, c'était vraiment le premier stage. Alors là, moi, quand je suis arrivé, justement, quand t'es le plus jeune, t'arrives, t'as tous les anciens. Moi, je suis arrivé à la période où t'avais des Bernard Bréjon, des Bocara, des boucheries, que des mecs qui sont à fond, quoi. Voilà, et puis des gars qui ont fait des médailles au jeu. Tu vois, donc toi t'arrives, tu dis ouais, bon. Puis en plus c'était des chambreurs, donc t'es le petit jeune, t'étais un peu chambré, mais c'est pas grave. Moi, ils m'ont appris tellement de choses, et c'est pour ça que ça m'a donné envie de continuer. Même si j'étais derrière eux, je dis. C'est génial, c'est un groupe, c'est génial. Bien sûr, ça chambre, bien sûr, quand tu es au départ d'une course, les gars, ils vont essayer de te travailler psychologiquement, ils vont essayer de te déstabiliser, mais ça fait partie du jeu. Voilà. Et puis moi, le petit jeune, tu te dis, moi j'ai rien à perdre, je m'en fiche, j'y vais. L'objectif, c'est de les faire chier le plus longtemps possible pendant la course. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, mais j'ai rien à perdre. Voilà. Et moi, je trouve que c'est les plus belles années, ça. Parce que t'es insouciant. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre, t'as encore rien prouvé, t'as tout à prouver. Donc tu arrives, tu te dis, allez, en plus, la fierté de dire, ouais, je l'ai emmerdé là, t'as vu, Bon, il m'a battu, mais jusque-là, je l'ai titillé, quoi. Et c'est ça qu'il faut avoir, je pense que c'est ça l'esprit sport, pour moi. L'esprit de compétition. Voilà, ça doit rester du jeu. À la base, le sport, c'est pour le bien-être du corps et de l'esprit. Enfin, moi, on m'a toujours appris ça. Et puis, c'est du jeu. Il faut que ce soit du jeu. Il faut se laisser, des fois, des courses, tu vas, c'est pour jouer. C'est pas, ok, si tu gagnes, c'est encore mieux, mais tu y vas en jouant. Quand tu faisais les stages, tu suivais la planification qui était faite par les entraîneurs, alors ? Oui. Ah oui, bien sûr. Donc là, ça changeait un peu tout le programme que tu t'étais fait ? Après, c'est pas c'est plus du tout la même façon qu'ils ont aujourd'hui. C'est clair. Nous, on était aussi, les stages, ou même quand on partait en compétition, on était une très grosse équipe. Tu peux avoir 2 K4 senior hommes, plus encore, on était à peu près une dizaine de senior hommes en compétition, même des fois plus, parce que tu avais des compétitions de début d'année où il y avait des fois 3 K4 d'inscrits sur une course, on avait le droit exceptionnellement. Donc tu vois, tu as déjà 12 gars qui se tirent la bourre, et puis les filles c'était pareil, les canoës c'était pareil. Donc c'était vraiment des très grosses équipes, les stages c'était des très grosses éques. Et je trouve que c'est bien, parce que c'était super génial. Ouais, c'est clair. Plus tu as de monde, plus tu apprends des choses. Voilà, donc ça, c'était plutôt bien. Donc là, c'était ton premier stage. C'est à ce moment-là que tu avais déjà ton objectif des Jeux Olympiques ? Non. Là, je suis arrivé, j'avais 19 ans. 19 ans, j'arrivais en première, les premières
premières compétitions face au cadre français, plus les stages. Je me suis laissé le temps de voir la saison. Donc c'était quoi en 89. Je me suis laissé le temps de voir la saison, comment elle allait se passer. Et puis je fais 4e au championnat de France de vitesse sur 500 mètres. Et là j'ai dit putain mais c'est t'es pas si mal que ça. Tu vas peut-être pas aller champion du monde, mais c'est pas mal. Donc ça vaut le coup de tenter. Et puis après en 90, je suis rentré du coup là en équipe et j'ai fait les champions du monde. Ouais, c'était mes premiers champions du monde en équipe senior. Ouais. Donc là tu rentres dans le grand bain. Ouais. Et là tu te dis quand je suis revenu champion du monde, je fais il y a du boulot. Tu t'es pris une raclée? On était en K4, on faisait le K4 500 et je me souviendrai toujours, j'étais en K4, il y avait Olivier Berthoud qui était derrière moi. Et puis moi j'étais le plus jeune du bateau, il arrêtait pas de me coacher et tout, mais c'était génial. Et je me souviendrai toujours la pression des championnats du monde, le premier départ en série. Je pars, je me place, putain j'ai la pagaie qui passe sous le bateau. Ah merde. J'ai failli emmener tout le bateau à la baille. Et lui il fait un appui, je sais pas comment. Et après on est parti. Heureusement il y avait des repêchages. Mais là après j'ai été chambré, mais ça a duré longtemps. Mais voilà, je suis revenu champion du monde et puis j'ai vu vraiment tous ces champions qu'on voyait à la télé, même si on voyait pas trop qu'à la télé, mais qu'on connaissait. Et là je dis waouh, tu te regardes autour de toi, tu vois toutes ces nations, tu dis punaise, ouais c'est ça que je veux, mais bon il va falloir que je bosse quoi. Et je me souviens, je suis rentré champion du monde, je me suis tout de suite, j'ai même pas fait de pause. Je suis tout de suite reparti à l'entraînement. J'ai dit putain, il faut que je progresse encore. Et là, est-ce qu'il y a une façon de s'entraîner différente à ce moment-là, après les mondes? Oui et non. C'était beaucoup plus de bornes peut-être. La muscule plus. Ouais. Je me souviens, j'ai une anecdote. La première fois où je t'ai vu, on s'était vu à Gérardmer il y a très longtemps. J'étais passé sur le stand et j'ai été impressionné parce que c'était une cage thoracique énorme. Ah ouais, et je m'étais dit, wow, putain à un moment, je me suis dit, t'as pas le choix, il faut passer par la muscule. Parce que moi, quand je suis revenu champion du monde, j'ai vu que des Golgoth là-bas. Ils étaient tous des épaules hyper larges et tout, des costauds. Je dis, mais moi, je suis un gringalet, quoi. Du coup, je me souviens, l'hiver 90-91, mais j'ai bouffé de la muscule. Non mais moi je me souviens de cas de mémoire, je crois qu'on avait discuté, je crois que tu faisais 150 au coucher ou un truc du style. Pas tout à fait, non j'étais à 140. Ouais. À 140. Mais je me souviens, t'avais une cage il y a, je crois c'était à 5-6 ans peut-être, j'ai remis une cage comme ça, je dis wow putain, lui capacité aérobie. Ouais, après de toute façon on a un sport plutôt aérobie, donc donc c'est normal, hein. Mais après c'est le travail, hein. T'as pas le choix. Hein. Après j'étais pas non plus, j'ai jamais été très lourd, hein. Je crois que mon poids de forme à l'époque c'était 83 kilos. Hein. Mais combien tu mesures? Je fais 1m90. Ah ouais, tu parais plus lourd. Non. Ah ouais, tu parais beaucoup plus lourd. Ouais, j'ai des petites cannes. Non, même pas. Justement, non, je trouve pas. Ah non, je faisais 83 kilos pour 1m90. Et toute cette muscu, est-ce que l'année d'après, quand t'es revenu, t'as montré aux étrangers qui étaient. Disons que l'année d'après, j'ai couru le mono au championnat du monde à Paris. Ah ok, oh, putain. Ouais, mono 500. Après, je fais demi-finale. Hein, je fais 5e, je crois, en demi-finale. Et puis c'était 4 premiers plus 5e meilleur temps. Mais c'était pas moi. Donc, mais je veux dire, il y avait le travail que j'ai refait l'hiver à payer encore. Et puis voilà, je continue à progresser. Et puis après, je fais des coupes du monde et tout. Donc j'étais dans le circuit. Voilà. Après, il restait encore un an pour se sélectionner pour les Jeux. Donc ça, c'était encore autre chose, quoi. Donc là, c'est autant quand tu parles de champion du monde, de champion d'Europe. Je veux dire, en kayak, c'est bien. Mais quand tu commences à parler des Jeux, là, tout de suite, tu passes un niveau au-dessus. Je trouve que on a tendance à te mettre la pression, toi, quand tu parles des Jeux. Alors que, non, pour moi, c'est une course pas comme les autres, c'est pas vrai, hein, mais parce que en plus, moi, je viens d'une famille où, les Jeux, ça parle, quoi. Donc là, pour le coup, je me suis peut-être mis une pression tout seul par rapport à mon père. Voilà. Mais c'est pas lui, hein, mais c'est vraiment moi par rapport à mon père. Je dis, putain, il l'a fait. Putain, il faut que je le fasse. Et puis voilà, il fallait tout mettre en place pour y arriver. Là, tu t'entraînais encore à Mulhouse avec Denis ? J'ai toujours été à Mulhouse.
je suis jamais allé en pôle. Les seuls moments où je partais, c'est quand on faisait des stages équipe de France. Mais sinon, je suis toujours resté sur Mulhouse. J'ai toujours réussi à mettre en place à tout concilier ou qui m'a permis de rester sur Mulhouse. Ouais. Et Denis m'a entraîné encore jusqu'à début 92. Voilà. Après, c'est vrai que une fois que j'ai su que je préparais les Jeux, on était aussi avec le bateau, puisqu'on préparait le K4. On était tous les 15 jours en stage pendant 15 jours. Donc, c'était bien. Là t'as vraiment préparé un K4. Voilà, quoi. C'était compliqué d'être suivi par quelqu'un d'autre, parce que quand je rentrais sur Mulhouse, c'était plutôt de la récup, quoi. Voilà. Sinon, donc il y avait vraiment des stages tout le temps. Alors là, on a vraiment, on a tout organisé pour se voir le plus souvent possible et préparer ce bateau. Ouais. Parce que nous, on avait la pression, c'est que c'était le bateau qui a été sélectionné début novembre. Enfin, les 4 bonhommes ont été sélectionnés début novembre. Et il fallait à chaque fois qu'on a toutes les coupes du monde de début d'année, il fallait qu'on fasse finale. Si on n'allait pas en finale, une fois, on n'allait pas au jeu. C'était fini quoi. Voilà, donc on avait cette pression-là. Donc on a préparé un maximum pour pouvoir être performant dès la première Coupe du Monde. Ouais. Et ça a marché. Donc tu te retrouves au jeu Ouais. En 92 92 à Barcelone, ouais. Comment c'était? C'était, comment dire, c'était impressionnant. Ouais. Tu vois, t'as beau essayer de te préparer, quand tu y es, ça peut être perturbant. Parce que tu vois vraiment des champions, là du coup des champions que tu vois à la télé. Voilà. Et puis même des champions français, puisque toute la délégation française est dans le village olympique, on est tous ensemble. Donc c'était impressionnant, tu sympathises avec d'autres athlètes, d'autres disciplines. On a eu la chance de voir la Dream Team de basket qui est passée, cette époque-là, ouais. Bah ouais, qui était passée au village. Alors c'était l'émeute, hein. Tout le monde voulait les voir, hein. Mais voilà, c'était grandiose. Et comment ça s'est passé pour toi? Bah nous on fait demi-finaliste sur le K4000. Alors voilà, toute l'année on avait réussi à faire les finales et au jeu on n'a pas réussi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah on est tombé dans la demi la plus dure. Voilà, c'était un peu de tirage au sort et puis là on fait, je crois qu'on fait 6e avec le 4e meilleur temps. Tu vois, pardon, le 6e meilleur temps. Ah. Et du coup, dans l'autre demi, on aurait peut-être pu gagner et passer en finale. Donc, c'était les 4 premiers plus 5e meilleur temps et on fait 6, donc on passe pas. On était un peu déçus. C'était quoi ta place pour un K4? Moi, c'était en 2. Pourquoi t'étais en 2? J'étais le plus jeune, ils m'ont dit on va le mettre en 2. Non, alors ça s'est passé d'une certaine façon, quand même. Le tout premier stage qu'on a fait ensemble, on est arrivé, on a pris un papier, tous les 4, et on a mis la composition qu'on voyait, la meilleure composition que nous, on voyait. Eh bien, on est presque tombés tous d'accord, comme ça, par rapport aux morphologies, l'expérience, la puissance et tout ça. Et alors moi, dans tous les bateaux, j'étais 2e. Donc voilà, automatiquement, on m'a mis 2e. Et puis après, c'était pratiquement identique avec... moi, j'avais de la chance, c'est que dans ce bateau-là, on avait Lubac qui avait déjà une bonne expérience olympique. Donc il nous a bien coaché. Par la suite, comment ça se passe ta carrière? Alors moi, j'ai fait une trêve en 93. T'en avais marre? Alors après une année olympique, toi tu es tout le temps en déplacement, comme je te disais, on faisait tout le temps en stage, j'avais besoin de souffler. Puis ma copine à l'époque, c'était pas encore ma femme, elle était enceinte. Voilà, et en 93, mars 93, j'ai ma fille qui est arrivée, donc je voulais passer un peu de temps avec elle. Et je me suis dit, il y a de nouveau les championnats du monde, c'est au mois d'août, c'est-à-dire qu'il faut préparer tout le mois de juillet et tout. J'ai dit non, stop, non, je fais une pause. T'es quand même monté un petit peu ou pas du tout? Ah, je me suis entraîné, je suis allé aux sélections. Hein. Tu t'es quand même entraîné? Ouais, je me suis entraîné, mais je voulais pas partir. Oh, et je voulais partir en vacances l'été. Ah. Voilà, je voulais faire une trêve pour repartir après sur une autre Olympiade. Et quand j'ai fait les sélections, j'étais sélectionné pour les championnats du monde et j'ai dit non, j'y vais pas, j'avais prévenu. En début d'année, j'avais prévenu, j'avais dit non, j'y vais pas. Je veux pas, j'ai besoin de souffler, je veux pas venir en stage, je veux pas aller en compète. Voilà. Donc voilà, ils l'ont pris
Au début, ok, d'accord, mais après quand ils ont vu que j'étais fort, ils m'ont dit merde, c'est con, tu veux vraiment pas venir? J'ai dit non, j'ai dit je ne l'ai pas, donc je suis pas venu. Et du coup, j'ai profité un peu de ma fille quand elle était toute petite. Parce qu'après, c'est vrai que quand je suis reparti en septembre, c'était nouveau à fond, quoi. Donc, stage à fond, tout à fond. Ouais, voilà, donc tu es souvent pas à la maison, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Quand tu es tout seul, il n'y a pas de souci, mais quand tu laisses une famille à la maison, c'est un peu plus compliqué. À ce moment-là, tu avais un détachement quand tu étais sportif de haut niveau? Alors je travaillais, alors comment c'était? Ouais, je crois que j'avais une aide. Enfin, l'employeur avait une aide, j'avais des détachements. Je travaillais à peu près, je travaillais à mi-temps, payé plein temps. En gros, c'était ça. Voilà. Mais c'était annualisé, donc ça me permettait de faire beaucoup d'heures l'hiver et un peu moins. À partir du moment où j'avais passé les sélections et je préparais les championnats du monde, j'étais pratiquement détaché à plein temps. Comment ça se passe après 94 quand tu reprends? Est-ce que tu es pris pour les mondes? Est-ce que tu fais des bonnes places? Ouais, alors 94, c'était au Mexique. Donc là, j'étais parti sur une préparation en monoplace. Voilà, une Olympiade, voilà. On nous avait dit, il faut choisir. Vous faites du K4, vous faites du K2, K2 500, K2000, K1 500, K1 1000. Vous faites qu'une course. Alors qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'ai choisi le K1 500. Voilà, donc je me suis dit, allez, je pars sur le K1 500, je me prépare. Puis à l'époque, j'étais un des plus forts en France là sur le K1 500. Les chronos baissaient aussi, donc voilà. Moi, l'objectif, c'était faire une finale au championnat du monde. Voilà, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de finaliste au championnat du monde. Et j'ai dit, l'objectif, c'est de rentrer en finale. Et donc 94, je crois que c'était au Mexique. Là, je fais demi-finaliste, je passe pas. C'était nouveau 4 premiers plus 5e meilleur temps. Je fais 5e et je passe pas. Donc, c'est pas grave. Hein. L'expérience après, toute cette expérience acquise m'a permis de l'année d'après, du coup, d'arriver en finale au championnat du monde. Ah. Mais là, voilà, quand t'es pas prêt, c'est compliqué. Toi, tu cours après, et puis tu te dis, quand tu y arrives, tu te dis, ça y est, c'était mon objectif, j'y suis. Et être capable de se remobiliser quand tu es en finale, surtout que c'était le même jour, ça a été compliqué. Et là, du coup, j'ai fait une course, j'ai pas fait ma course. Parce que j'ai pas réussi à me remobiliser au départ et j'étais un peu impressionné, quoi. Et je me souviendrai, mais alors ça, je m'en souviendrai toujours. J'étais Lindo 8, à la Lindo 9, il y avait un Roumain. Il est parti, mais comme un cinglé. Comme un cinglé. Et quand tu regardes les vidéos, tu vois qu'il est devant tout le monde. Mais moi, je suis au niveau des autres. Mais pour moi, je sais que c'est pas lui le plus fort de la finale. Donc ça, c'est foutu, quoi. Je dois être à la ramasse et puis je me suis complètement déstabilisé et j'ai couru après lui. Voilà, là je courais plus, c'était plus le chrono, je courais après quelqu'un et j'ai tout foiré et puis du coup je suis même pas arrivé au bout. Je me suis asphyxié, quoi. Les derniers 75 mètres, j'étais les mains sur les genoux, j'arrivais plus à pagayer. Donc je finis 9e. Non, bon. L'objectif était atteint, mais pour aller au jeu l'année d'après, il fallait être dans les 8 premiers. Donc pas de quota pour les Jeux de 96, mais j'étais le premier non pris. Ah putain. Voilà. Donc les remplaçants de luxe alors. Voilà. Donc là, en 96, donc là je me suis dit il y a la course de rattrapage. Il faut aller à la course de rattrapage, il faut essayer de passer, mais bon, passer c'était compliqué, il fallait faire dans les 2 premiers. En gros, c'est un championnat d'Europe et il faut que tu fasses au pire vice-champion d'Europe pour aller au jeu. Donc c'était un peu compliqué, mais je dis il faut quand même tenter, t'as pas le choix, quoi. Donc j'avais encore progressé un petit peu, mais j'ai pas réussi à passer, quoi. Qu'est-ce que t'as fait au championnat d'Europe? C'était pas les championnats d'Europe, c'était vraiment une course continentale. Okay. Je vais en finale, mais je passe pas. Je sais même plus ce que je fais d'ailleurs. Je sais plus. Pour le coup, là, je sais plus. Mais je passe pas. C'est clair, j'ai pas fait dans les 2 premiers, donc. Mais par contre, après, là où j'étais un peu déçu, c'est que, alors, tout athlète a une petite anecdote par rapport à la Fédé ou par rapport. Bien sûr. Je veux dire, dans chaque épisode, il y en a une. Hein. Ouais, moi, c'est la mienne. C'est cette année-là. Du coup, je passe pas les quotas, mais au moment des Jeux, il y a une nation qui prend pas son quota. Donc automatiquement, le règlement disait que c'est le 9e des championnats du monde de l'année d'avant
qui passe. Bien sûr. Et la Fédé m'a pas emmené. Voilà, donc j'aurais pu aller au jeu en 96, courir le 15-500, et la Fédé m'a pas emmené. Donc j'avais un peu en travers. Donc l'année d'après, je dis, ouais, fais chier, qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Pour 2000. Donc j'ai laissé un petit peu de côté, là, pour le coup, l'été, j'ai ruminé un petit peu, j'ai laissé passer du temps. Et après, justement, on a un entraîneur allemand qui est arrivé. Ah oui, t'as connu Kirsten? Ah ouais, voilà. Est-ce que ça a changé drastiquement par rapport à ce que tu faisais? Ah ouais. Ouais. Parce que toi, t'as ta génération, moi, comme j'ai interviewé Pascal Boucherie, Bocara ou Pascal Foulon, Bernard Bréjon, c'est des gars qui s'entraînaient à fond, quoi. Ouais. De ce que j'ai compris, c'était le tarif presque à chaque fois, quoi. Ouais, bah, c'était ça. Mais avec lui, c'était pareil. Ah, avec lui aussi. Mais avec une autre méthode. Tu vois. Et donc, moi, je dis, bah allez, essaye. Voilà, c'est quelqu'un d'autre, il vient avec ses méthodes. On essaye. Alors, je me souviens des premiers. Quand il est arrivé, je crois qu'il était arrivé en novembre, en décembre. Il a réuni tout le monde à l'INSEP. C'était des tests physiques. Ah oui, c'est le début des tests, bien sûr. Ouais. Oui. Ah ouais, alors quand tu arrives, tu sais, tu fais partie des meilleurs Français, tu te dis, bon allez, c'est pas grave, on va y aller. Puis il vient avec sa méthode, ok, il suffit de s'adapter. Oh là là, on en a chié, mais un truc de malade. Ça fait une raclée sur les tests? Disons qu'en muscule, c'était vraiment physique. Mais bien sûr, c'était des tests de minutes, c'est ça? Ouais, 2 minutes, TP, DC. Alors putain, on était partis comme des cinglés. Puis tu crames. Et puis tu te crames, bien sûr, tu tenais pas les 2 minutes. Moi aussi, la première fois que j'ai essayé, je dis, oh putain, j'ai cramé. Ah ouais, je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est impossible à faire son truc. Il voulait qu'on fasse 100 reps en 2 minutes. Je dis, mais c'est impossible. Et puis la course à pied, c'est pareil. C'est à quoi, 5 kills, c'est ça? Ouais, 5 km. Et on est tous partis. Je me souviens, on est partis. Premier 1000, 3 minutes. Et après, ça a explosé dans tous les coins. Et après, on a appris, du coup, à s'entraîner comme ça, pour progresser. Et mine de rien, toi, sa méthode marchait parce qu'au championnat du monde, en 97, on avait pratiquement tous les bateaux en finale. Toi, alors que ça arrivait pas toujours, quoi. Et c'était la première fois depuis un petit moment que le K4000 était nouveau en finale des championnats du monde. Tu vois, et on fait 8e au championnat du monde, donc c'était. Voilà, c'était parce qu'avant Kirsten, ton entraînement était moins codifié, il y avait moins d'allure. Parce que toi, tu étais quand même au chrono, donc tu pouvais dire, bah là, je fais du long, peut-être à, je sais pas, j'ai une connerie, à 12 ou 13. Ouais. Puis là, je fais cette séance-là. Ah oui, c'était surtout, les Allemands, c'est beaucoup du. Putain, tu répètes, puis tu fais des bornes, et à. Ça faisait encore plus de volume que toi, tu faisais? Ouais. Parce que vous êtes connu, votre génération, pour avoir fait un volume de port déjà. Mais alors, c'était, on va dire, le même volume, mais à des intensités autres. Ok. Donc lui, je me souviens, le premier stage qu'on a fait, stage de préparation des championnats du monde, il dit en France vous êtes à 35 heures, c'est 35 heures d'entraînement par semaine. Et on l'a regardé, moi c'est pas possible. Si, vous allez voir, on va le faire. Et on l'a fait. Donc là t'as pris une caisse encore de fou quoi. Ouais. C'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Ce qui nous a mis dans le cornet, c'était impressionnant. Et puis on mouftait pas quoi. Et ça allait, tu récupérais tout ça? Ouais. Et puis on était tous contents de le faire. Hein. C'était un petit challenge. Hein. Et là quand vous avez refait des tests, t'as vu que t'avais explosé sur les tests quoi? Ouais. Après on se rapprochait des 100 reps, donc on était contents. T'as réussi à passer les 100 reps un coup? Non, j'ai jamais réussi. T'étais à 98 toi? 96 je crois. Ah putain. J'ai jamais réussi. Ouais, à chaque fois tu vois il te manque le petit truc de rien quoi. Ouais, j'ai jamais réussi. Je crois que c'est toi. Ouais. Et à chaque fois il fait Sébastien, tant pis, c'est dommage hein. Avec l'accent. On va voir la prochaine. Ouais. Tu essaieras la prochaine fois, tu verras, un jour ça ira. Non, je suis jamais arrivé. Mais bon voilà, c'était une méthode. La preuve, on en parle encore de Kirsten. Mais bien sûr. Voilà, ça a révolutionné quand même l'entraînement en France. Ouais. Après 97, comment ça se passe? Est-ce que tu te dis je vais préparer 2000? Bah ouais. Après on était parti dans l'Olympiade, du coup pour le coup en K4. Donc on fait 97, 98, 99 on sélectionne le bateau pour les Jeux. Et 2000, moi je passe pas la sélection française. Ah merde, tu fais quoi? Tu fais 5? Non, c'est pas moi le premier pas pris, c'était je crois que c'était Vincent Oula à l'époque et puis moi juste derrière lui quoi. Là c'était un peu bizarre, ces sélections étaient un peu bizarres. Ouais. Est-ce que tu veux m'en dire plus? C'était une année où il a fait très chaud et inversement il y avait des algues de partout et c'était un peu la loterie quoi. Et moi en série du 1000 je prends une algue. Et je vais pas en finale. Et puis si tu allais pas en finale, automatiquement c'était râpé. Tu faisais pas assez de points pour pouvoir être dans les 8 Kayakom non, c'était même pas 8, on était que 6. Ouais. Donc
ou 7, je sais plus. Et donc il fallait automatiquement rentrer en finale pour pouvoir y arriver, quoi. Parce que l'après-midi sur le 500, ben ouais, je fais 3e sur le 500, donc. Ouais, t'étais dedans, quoi. J'étais dedans, mais voilà, sur le 1000, ben, voilà, je suis pas passé. Puis en plus, nous à l'époque, ça c'est les vieux qui disent toujours. Nous à l'époque, les sélections c'était sur une journée. T'avais le 1000 le matin, le 500 l'après-midi, série, demi-finale, finale. Toi, on enchaînait tout. C'est pour ça on avait la caisse. On était capable d'enchaîner 6 courses dans la journée, quoi. Et donc si cette journée-là t'étais pas bien, tu te faisais avoir. Donc mais si t'étais bien, voilà, tu pouvais passer. Ouais, d'un coup tu peux passer, d'un coup tu peux pas passer. Voilà. Et est-ce que à ce moment-là ça te pousse à arrêter? Est-ce que tu rumines? Ouais. Aussi? Ouais. Ça faisait 2 fois de suite. Bah oui, pour ça je te dis ça. Donc tu te dis ouais merde, est-ce que ça vaut le coup vraiment de continuer? Toi, surtout que ça faisait un petit moment où j'étais là. T'avais quoi, une trentaine? T'avais 30 ans? J'avais 30 ans, ouais, 30. Donc, puis après, c'est Pascal Boucherie qui était entraîneur des équipes de France. Et je le connaissais bien, puisqu'on avait fait les Jeux ensemble à Barcelone. Et puis on avait fait toute la préparation ensemble. Donc voilà, j'ai dit, allez hop, j'y vais. Puis non, je pense que c'était l'Olympiade de Trot. Même si j'ai fini au championnat d'Europe en 2004. Donc c'était bien aussi de finir par un championnat d'Europe qui permettait peut-être d'ouvrir un quota pour les Jeux, mais bon, c'était pareil, il fallait nous faire dans les 2 premiers, donc en K4000, c'était un peu compliqué, quoi. Mais je lui dis, c'est pas grave, voilà, je suis dans le collectif, je fais les championnats d'Europe, et puis après, j'arrête. Donc au retour des championnats d'Europe. Durant cette Olympiade 2000-2004, t'étais moins dedans? Un peu moins dedans, ouais. Ouais, c'était. Après, t'as les jeunes qui poussent aussi, toi, donc c'est. Et puis. C'était toi l'ancien du club que les jeunes essayaient de pousser? Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'était moi, j'étais plus vieux. Donc les jeunes étaient derrière à essayer de te faire chier, quoi. Ouais, c'est eux qui disaient, regarde le vieux là, on va l'emmerder le plus longtemps possible. C'était moi là pour le coup. Ouais, mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Et puis, j'ai quand même réussi à encore me sélectionner pour le championnat d'Europe. Voilà. Et dans le K4. Et est-ce que tu changerais quelque chose durant cette période? Pour mieux performer? De 2000 à 2004? Ouais. Non, physiquement j'étais bien. Mais je pense que là où j'avais du mal, c'était de partir. Parce que là, tes enfants grandissaient là. Entre temps, j'ai ma 2e fille qui est arrivée, donc la famille s'est agrandie et là tu te dis bon. Alors moi j'ai eu la chance quand même en 2000. Parce que je suis pas allé aux Jeux, mais pendant les Jeux, ma femme elle a accouché. Donc la pilule est mieux passée. Voilà. Il y a quand même eu un heureux événement entre temps, donc c'est mieux passé. Mais ouais, après c'était un peu compliqué les départs et tout. C'était vraiment il fallait s'arrêter. Est-ce que tu arrêtes vraiment? Parce que là on est quand même 2004, on est presque 20 ans après et t'es toujours là. Ouais. Mais a priori t'es là chaque année, de ce que je comprends. Ouais, sauf les 2 dernières années. Là ça faisait un petit moment que j'étais pas. Ah ok, mais t'as quand même continué à faire du kayak en fait. Ouais, alors j'ai eu des petits soucis de santé. Donc, on peut en parler? Ouais, on peut en parler. Qu'est-ce que t'as eu? L'année dernière j'ai fait un AVC. Ah merde. Ouais, donc oh putain, quelque chose d'important quand même. Il fallait que je m'en remette un petit peu, quoi. Tu t'es fait opérer? Je me suis fait opérer du cœur du coup. Ouais. Et il y a une cause, un truc héréditaire ou pas? Parce qu'on pourrait dire que t'es en super forme, quoi, cardiaquement. Ouais, alors je suis en très bonne santé. Seulement c'est un truc de naissance. Voilà, c'est souvent ça. Je vais pas faire peur aux gens, mais ouais, c'est souvent un truc. Mais j'ai une membrane qui était perméable et c'est la membrane qui est ouverte à la naissance chez tout le monde. Et chez 25% des gens, elle se ferme pas. Moi, c'est marrant. 25% des gens? Ouais. Putain, là, tu fais peur, là. Voilà. Ça veut pas dire qu'on fait un AVC. C'est chez les grands longines, justement, il paraît que c'est. Ah merde, c'est sympa. Voilà. Non, merci la bonne nouvelle. Ouais, je voulais pas vous faire peur. Non, mais voilà, c'est les choses de la vie. Et puis, mais après, voilà, tu rebondis sur ce que tu sais faire. La première chose que j'ai fait, parce que j'ai des petites séquelles au début, la première chose que j'ai fait, c'est du kayak. Je dis si j'arrive, voilà, si vraiment je suis touché, j'arriverai plus à faire de kayak. Si j'arrive plus à faire de kayak, c'est fichu. Et puis non, ça marche. Et puis la preuve, je suis nouveau là aujourd'hui et voilà, je suis content d'être là. Après en 2004, tu as quand même continué à pagayer un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu entraîneur du club à temps plein? Après j'ai travaillé pour la collectivité. Alors après 2000-2004, c'est ma fille qui s'est mise au kayak, Joanne.
Donc, elle était minime. Je l'ai prise en main. Là, c'est toi qui l'as entraîné ce coup-ci? Ouais, voilà. Du coup, là, pour le coup, j'étais à côté d'elle et voilà, je servais de sparring partner. Et puis on est monté comme ça progressivement, jusqu'en 2012, où c'est elle qui participe au jeu. Voilà. Est-ce que c'est une fierté pour toi? Alors, oui. Plus que pour toi peut-être, vu que c'est ta fille? Ouais, peut-être, ouais, parce que j'ai vu comment on a réussi à mettre les choses en place et comment elle avait envie. Alors elle a eu envie très tôt. Parce que c'est elle qui est venue me dire, papa, j'aimerais que tu me suives, j'ai envie de progresser, je vais aller aux Jeux Olympiques. Quel âge elle avait? Elle avait 14 ans. Super. Toi, t'étais heureux comme tout. Bah ouais, mais moi je dis c'est un peu tôt. Attends, ma fille, il y a encore du chemin à faire. Voilà. Et après, je pense que de travailler comme ça ensemble, ça lui a fait gagner du temps. Bien sûr, bah oui, avec ton expérience. Toutes les erreurs que moi j'ai faites, j'essaie de pas qu'elle les reproduise pas, quoi. Donc elle a gagné du temps. La preuve, c'est qu'en 2012, c'était un petit peu, ça arrivait comme ça, quoi. On va aux sélections, elle est senior 1. Bien sûr, en junior, elle avait déjà été performante. Elle était en équipe de France, elle avait fait les championnats d'Europe, championnats du monde. Elle avait des bons chronos aussi. Mais quand tu arrives dans la catégorie au-dessus, elle aurait pu se mettre la pression. Et là, c'est là que je lui ai dit, mais non, c'est toi, t'as rien à perdre. Vas-y, va les faire chier le plus possible. Et les sélections, c'était ses premières sélections. Et puis, elle passe. Putain, c'est énorme, quoi. Mais là, tu t'es retrouvé en tant que spectateur, t'as été à Londres et tout? Ouais. Putain, super. Mais c'est surtout le moment où on a appris qu'elle était sélectionnée pour les Jeux. Et là, je fais, on n'était pas prêt, on n'était pas venu pour ça. Et l'objectif, c'était 2016, c'était pas 2012. Et là, on fait, maintenant, il faut gérer ça. Ça a été plus compliqué, pour moi, de gérer, là, à ce moment-là. Parce que je dis, merde, en gros, moi, je suis pas prêt. Elle, peut-être, parce qu'elle est jeune, elle va être insouciante. Elle rêvait, c'était son truc. Et puis elle va être insouciante. Et toi, tu t'y croyais, mais pour plus tard. Mais voilà, j'ai dit merde, comment on fait? Et on a fait, et puis voilà, ça roule. Et puis du coup, c'est vrai que ça m'a permis de rester en forme. Puisque je naviguais avec elle tous les jours, un petit peu. Et alors au début, comme j'étais plus fort, je mettais du poids, je mettais un frein, donc mine de rien, je travaillais. Ouais, t'arrêtais pas. On était en méga forme aussi. Voilà. Puis après, il y avait le challenge, parce qu'au championnat de France, elle faisait championne de France. Donc il fallait que je fasse champion de France. Voilà, donc... Et t'as réussi? Ouais. Après, j'étais vétéran. Ouais, mais bon, tu vas faire. Ouais, mais c'était plus simple. C'était une bonne période. Et donc là, t'étais détaché pour l'entraîner? Comment ça se passait? Alors non, moi, j'ai un travail quand même Alors, je travaillais pour la ville de Mulhouse en tant qu'ETAPS et j'avais des heures de mise à disposition pour la discipline, le canoë-kayak. Et j'avais à peu près 12 heures par semaine pour ça. Donc on s'était mis d'accord avec le club que ces 12 heures, c'était pour le suivi d'entraînement. Alors pas que de Johan, de tous les athlètes qui étaient là. Mais donc du coup, ils avaient au moins 12 heures d'entraînement suivi. Ça te plaisait d'entraîner? Ouais, c'était une période sympa. Est-ce que tu t'entraînes encore aujourd'hui? Non, au niveau je peux plus déjà, de par mon travail qui a changé. Je suis plus trop sur le terrain, je suis maintenant en administratif. Tu as été recyclé. Ouais, voilà. Mais là, je fais quand même là pour les seniors du club, c'est moi qui leur fais la planif de la saison et quand je peux, les week-ends, je les suis. Ouais, ça me plaît bien. J'aime bien avoir toujours ce contact avec le terrain. Puis en plus, ils performent, donc c'est sympa. Et est-ce qu'après 2004, tu as continué, en plus du kayak, à faire un petit peu de muscu, de course à pied, tout ça? Ouais. D'être un peu multisport? Ouais. Du ski, tu m'as dit ski, tu continues aussi? Du ski, j'en fais tout le temps, de la course à pied, ouais, je fais un peu de tout. Voilà, un peu. Plutôt du kayak quand il fait beau, mais sinon le reste du temps, je fais... Alors, j'en ai parlé avec Maxime Beaumont ce matin, en plus, parce qu'on parlait un peu de... Entre anciens. Voilà, et puis... mais parce que moi, j'ai navigué avec Maxime. 2003-2004, j'ai navigué avec lui. Lui, il arrivait, il était tout jeune. Et donc je me souviens, j'ai même fait une Coupe du Monde en K2 avec lui. Et c'était sympa. Et du coup, on a discuté un petit peu ce matin. Il me disait comment tu te sens, machin. Et je dis écoute, on vieillit, comme tout le monde dit, on vieillit, t'as mal partout. Tu sens que t'as mal partout? Ouais, oui. T'as mal où?
Bah, après, c'est le dos, c'est... Un peu les épaules. Les épaules, ouais. Mais Et ça a l'air fait- d'aller. Alors, il me dit, mais alors, du coup, ça s'aggrave. Je dis, bah, tu verras. Ah bah, tu vieillis. Je dis, toi, ça va, t'es encore dans le rythme. Tu t'entraînes encore beaucoup. C'est quand tu t'en fais moins, c'est là que tu commences à te... Tu à te sens rouiller. justement quand tu entraînes un peu moins que Bah oui, ça tu bouge rouilles. moins. Ouais, tu rouilles. Et ben justement, après, une fois que je m'étais arrêté, je me suis fait mal. Parce que bah, j'étais encore sur le terrain pour le coup, et en vidant un kayak qui était plein d'eau, ben, je me suis coincé le dos. Ouais, parce que là, tu te dis, ah merde, je suis moins fort. Donc tu te dis, ouais, bah, il faut peut-être continuer un petit peu la muscule. Hein, pour maintenir. voilà, pour rester gainé. Voilà. Donc bah, du coup, je m'oblige un petit peu à en faire quand même régulièrement. Ouais. Pas autant que j'aimerais, parce que j'ai pas le temps, mais ouais, j'essaye. T'as connu un peu l'évolution du matériel? Oui. Ouais. Comment c'était à tes débuts et Alors, par moi, rapport au à ta début, j'étais carrière? en pelle plate. Oh, t'as connu les pelles plates? Pelle bois plate. Oh, des bateaux bois aussi? Et bateau bois aussi. Ok. Voilà. Ok. Et après. Et donc c'était vraiment des grosses pelles à tarte, quoi. On m'a dit que c'était vraiment des pales. Bah, après, ça dépend. T'avais plusieurs tailles. Hein. Ça Ah, t'as connu quand même dépendait. plusieurs tailles, parce que j'ai vu un Bréjon, il m'a dit qu'il y avait une taille, nous, au début. Ah bah oui, mais lui, il était encore plus costaud que moi. Hein. Bernard, lui, c'était le gars. Voilà, tu voyais qu'il faisait de la muscu, quoi, et puis il tirait des grosses paillettes. Mais t'avais quand même plusieurs largeurs et plusieurs longueurs, donc tu pouvais adapter. Mais C'était hyper lourd en plus, une paillette. Moi, j'en ai récupéré une. J'ai dit putain, mais c'est hyper lourd. Bah non, mais t'es costaud à l'époque. Non mais bah oui, c'est pas le même matériel. Après, il y a eu la wing. Donc la pelle creusée, un peu tordue, qui est arrivée. Et ça, c'est arrivé en 87. Et après, je me souviens, moi, la première pagaie creuse que j'ai eue, c'était en 87-88. Et là, ça faisait quoi? Est-ce que t'allais plus vite d'un coup? Là, c'était une autre façon de faire. Donc, il fallait réadapter ton coup de Est-ce que pagaie. tu saurais m'expliquer ce qui changeait pour toi? Bah, la pelle plate, tu pouvais plus facilement tirer avec les bras. Que la pelle creuse, si tu tires avec les bras, elle se plaçait pas bien. Et puis Ah, parce que oui, parce que comme elle t'accrochais pas bien. torque, elle t'emmène quelque part. Il fallait que tu partes au large un petit peu. Voilà. Avec la pagaie. Et puis c'est vraiment une rotation du dos. Avec une pelle plate, sur un départ, tu pagaies avec les bras, ça passe. Toi, elle est bien calée, ça passe. Oui, parce qu'elle t'emmène pas. La creuse, tu pouvais pas. Donc, justement, on avait discuté à l'époque avec Bernard Bréjon, parce que lui, il était très avec les bras. La pelle creuse, ça allait. Au début, on voyait qu'il partait moins vite avec la pelle creuse. Voilà. Mais parce qu'il fallait qu'il change sa technique. Et une fois lancé, mais c'était pas seul. Tout le monde a dû changer sa technique. Mais une fois qu'on l'a trouvé, je pense qu'on allait plus vite. Parce que déjà, c'était plus facile. Ta pelle, elle était creuse, donc il y avait de l'eau dedans. Tu tirais plus d'eau, donc automatiquement, tu allais plus vite. Hein. Voilà. Et puis après, ces formes, elles ont évolué aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'as comme pagaie? J'ai une Braksha 1. Braksha 1, ok. Ouais. Donc là, la plus utilisée. Bah ouais, et puis moi j'ai gardé celle-là, je voulais pas en racheter une. Hein. Quand je la casserai, je changerai. Quelle longueur tu mettais? Parce que je vois que t'as vraiment une super envergure. 2,21. Ok. 2,21. Mais à l'époque, justement, la wing, quand elle est arrivée, on a tous dit, ouais, il faut monter de 5 cm. On a tous monté nos pagaies de 5 cm. Et on a dit, mais c'est pas possible, c'est trop dur. Et après, on est revenu à des tailles un peu plus classiques, quoi. Mais après, 2,21, moi, ça allait, quoi. Ouais, parce que t'as une sacrée bras, t'as une sacrée envergure. Ouais, voilà. Et quelle taille de paillettes tu utilisais? Alors, Braksha 1, 2,21, ça, c'est quand j'étais vraiment les années les plus... Ouais, t'étais au top. Et puis, sinon, après, les Struer, je me souviens, c'était 2,20. T'avais pelle homme et pelle femme. Ouais, moi, j'étais en pelle femme. C'est vrai? Ouais. Non. Et après, je suis monté en 2,22 un moment en pelle femme. Ok. Mais parce que j'avais pas la puissance pour tirer la pale homme. Mais par contre, il me fallait quelque chose de long parce que j'étais grand. Et ça passait. C'était très bien. Je compensais avec la longueur. Énorme. Ouais. Et en termes de bateau, donc t'as connu aussi les évolutions? T'étais en Struer au début? Non, moi j'ai commencé... J'étais en Orion. Ah, en Orion, ok. Bah oui, encore avant, ouais. Ah ouais, j'ai fait l'Orion, ouais. J'ai pagaie, c'était... Je me demande si mes premiers... à 91, j'étais en Orion. Les champions du monde, en Orion, quand j'ai coupé un 500, j'étais en Orion. Énorme. Ah ouais, c'était encore l'Orion.
Ouais. Et après, il y avait les bateaux, les premiers monos américains qui arrivaient avec des formes un peu plus fines. Et c'est après- quoi la différence de stabilité entre un Orion et un Américain? Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même un monde quoi, entre les deux. Ouais, maintenant, je dirais que par rapport aux bateaux de maintenant, les deux, c'est des baignoires. Hein. À ce point-là. Ah ouais, Quel est comme bateau aujourd'hui? J'ai un Cinco. Ok, ouais, donc là, t'as. Ouais, c'est vraiment. Alors, moi, ce que je trouve, l'évolution, c'est plus en canoë qu'elle a eu. Voilà, c'est impressionnant, quoi. Quand tu vois à l'époque les bateaux, je sais pas si t'as déjà discuté avec Didier Hoyer. Bah, justement, je dois le contacter, j'ai eu son numéro tout à l'heure, donc. Voilà, tu verras, lui, l'évolution, c'était énorme. Quand tu l'as payé, il y avait des deltas derrière énormes. C'était des vrais baignoires, quoi, par rapport aux bateaux de maintenant qui sont tout fins. Nous, c'est pareil, les K4. Les K4 bois commandeur où tu t'éclatais les doigts sur le pont à l'arrière quand tu étais en 4 et puis maintenant les bateaux ils sont tout fins, t'as plus de problème pour pagayer. C'est cette évolution là qui est impressionnante. Et puis même les matériaux. Tu prenais un K4 bois, tu prenais à chaque point, tu te bougeais comme ça, les trucs ils faisaient des vagues. Quand tu étais sur un bassin qui était un peu agité, tu voyais le bateau qui se déformait quand tu étais dedans, alors que maintenant c'est des poutres, quoi. C'est tout en carbone, c'est impressionnant. Après, voilà, il faut aussi être capable d'avoir une évolution physique parce que les bateaux, il faut les tenir maintenant. Ça demande une contrainte physique plus importante. T'as fini avec quoi comme bateau, toi, ta carrière? Moi, j'ai fini, alors bonne question, j'ai fini en américain, je crois. En américain? Ouais, 2004. Donc t'avais encore une baignoire alors? 2004, ouais, je crois, ouais, c'était ça, ouais, j'avais encore une baignoire. Ouais. Et là, ça t'a pas gêné justement parce qu'on dit qu'avec les années, on perd un peu en stabilité. Et alors pendant moi, ça allait jusqu'à mon accident. Là, tu sens que t'es moins bien? Ouais, mais parce que j'ai été touché d'un côté et puis du coup, mais j'ai des stratagèmes. Je mets un peu de poids dans le bateau, ça me stabilise. Ok, donc tu mets un bateau plus lourd alors? Voilà. Mais combien tu mets? Ben là, par exemple, cet après-midi, j'ai couru avec un bateau à 16 kg. Ah, 16 kilos? J'ai mis 4 kg. Mais en propre, parce que le bassin est agité aussi. Ah, hein. ouais. Sinon, sur un bassin plat, je mets pas de poids. Mais dès que c'est un peu agité, je rajoute un peu de poids. Ouais. Ok. Je m'adapte. Tu sens que t'as perdu un peu de dextérité d'un côté? Ouais. Sur le côté droit, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, voilà, j'arrive quand même à payer, c'est déjà bien. Ouais, bah tu t'en es bien sorti, moi je trouve. Ouais. Hein, gérer ta course. Ouais, c'est bien. Je me dis, c'est nickel. S'il y avait des choses que tu ferais différemment durant ta carrière, ce serait lesquelles? Est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais, par exemple? Peut-être faire le choix à un moment de partir de Mulhouse. Mais Mulhouse en même temps, c'est chez toi. Ouais, mais toi, ça veut pas dire que tu reviens pas. Mais peut-être aller chercher de la confrontation ou de l'expérience à l'étranger. T'aurais été où? Bah moi, à mon époque, la nation la plus forte, c'était la Hongrie. Hein. C'est aller T'as jamais été en Hongrie? Bah si, faire des stages et des compétitions. Et puis on a fait des stages avec l'équipe hongroise aussi. Mais peut-être partir à un moment, voilà, sur une période un peu plus longue, toi. Aller chercher cette expérience hongroise qui est reconnue. Peut-être, ouais, ça. Après partir ailleurs en France, à un moment la Fédé aurait aimé que j'aille sur un pôle. Voilà, c'est facile à dire. Moi j'ai toute ma famille sur Mulhouse, j'ai ma femme qui travaillait sur Mulhouse, les enfants et tout. Ouvrir un pôle à Mulhouse, ça aurait pas pu se faire? Non, peut-être pas, non. Non, à l'époque, non. Maintenant peut-être ça pourrait, parce qu'on a les infrastructures pour. Ouais, c'est-à-dire, j'ai vu que je crois que ça avait été refait ou. Ah ouais, là j'ai vu que ça avait l'air nickel quoi. On a une base nickel. Ouais, ça avait l'air super. On travaille avec la mairie, puis justement là où moi je travaille, là c'est un centre dédié au sport, avec l'hébergement, de la restauration. Donc là, on pourrait installer. Donc tu es en train de nous dire qu'on peut venir faire des stages à Mulhouse? Ah, vous pouvez venir à Mulhouse sans problème. C'était une invitation, j'ai bien compris. Ouais, voilà, ah, bah oui. Le bassin est correct, hein, et puis. C'est plat, c'est un canal, donc c'est plat. Bah voilà. Ouais. Il y a des bateaux des fois qui arrivent ou des péniches, des trucs comme ça? Ouais, mais c'est rare. C'est rare. T'en passes peut-être 2-3 par semaine, quoi. Ah. Voilà. Je vais dire par jour. Non, par semaine. Il y a rien. Après, ça dépend les horaires. Il y a du fond? Bah, il y a. Ouais, au milieu, tu dois avoir 4,52 m. Ok, donc ça glisse. Ouais, ça glisse. Ouais, donc ça va. Non, les infrastructures permettraient maintenant de peut-être mettre un peu. Et puis c'est surtout, on a, là où moi je travaille, tu as une unité de lieu où tu as tout. On a un internat pour les sportifs, on a
On a les établissements scolaires qui sont à 2 arrêts de tram. La base de kayak, elle a 15 minutes en vélo. Voilà, donc il y aurait de quoi faire. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais entendre sur le podcast, même si tu n'es pas auditeur, mais qui te forcerait à écouter? Que j'aimerais entendre. Ouais. Ah bah Didier. Bah, j'essaye d'avoir un Didier. Je vais lui écrire de la part de tout le monde. Ouais. Mais Didier, moi c'est aussi lui qui m'a appris beaucoup de choses. J'étais le plus jeune. Quand je suis arrivé dans l'équipe olympique de 92, j'étais le plus jeune et quand on partait en stage, on partait avec eux aussi, en compétition avec eux aussi. Bah voilà, moi c'est Didier, c'est mon grand frère du canoë-kayak. Et est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, je pense qu'on a fait le tour là. C'est pas toujours évident de parler de soi. Si, ça va, tu t'en sors très bien. Ouais. Je crois que t'as le sourire en plus, donc j'adore ça. Ah ouais, bah c'est bien. Non, c'est pas évident de parler de soi. Puis toi, avec l'âge, on dit toujours à l'époque. Moi aussi, je dis souvent ça. Ouais, c'est là que tu te rends compte que tu vieillis du coup. Je sais pas. On vieillit, c'est sûr, mais bon. Ouais. Après, on se rappelle, on dit à l'époque, c'est une bonne expression aussi. On est nostalgique. Ouais, c'est plus ça. Mais je pense que de toute façon, toutes les époques, il y a des choses bien et des choses moins bien. Si on regardait que les choses bien de chaque époque, on serait pas mal. Je parlais de ça avec Claudine ce matin, avec Claudine Leroux, on discutait. Parce que souvent, quand les très très anciens disent c'était mieux avant, et puis les jeunes disent c'est mieux maintenant. Mais en fait, c'était bien avant, c'était bien maintenant. Il y avait du moins bon avant, du moins bon maintenant. Ouais. Mais c'est comme tu dis, si on arrive à tout concilier, Après, la vie évolue aussi, et puis les mentalités évoluent. Même dans le canoë-kayak, on aurait toujours envie qu'il y ait plus qu'il y ait plus de monde qui pratique. Parce que là, on se rend compte, après, c'est vrai que le Covid. Justement, j'allais te dire, toi, à ton époque, tu disais, vous étiez 12 gars, 12 filles, je sais pas, vous étiez un paquet, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de monde, tu vois, qui est sélectionné, tout ça. Après, tu as une explication, un truc? Avec la Mulhouse, il y a toujours autant de jeunes? Je le vois de l'extérieur, alors plutôt quand je commence à chercher des informations sur l'équipe de France de canoë-kayak, tu te rends compte qu'il n'y a plus ce que nous on faisait. Ces gros stages avec plein de monde. J'ai l'impression que chacun va un petit peu dans son coin se préparer. Tu vois ce que je disais moi avant. Si j'avais quelque chose à refaire, je serais peut-être parti en Hongrie voir. Mais c'est ce qu'ils font maintenant. Ils vont aller s'entraîner avec des athlètes plus forts. Voilà, d'autres nations. Et c'est pour ça qu'ils performent aussi, peut-être. Nous, moi, j'aurais rêvé faire les résultats qu'ils font en ce moment. Voilà, mais parce que peut-être eux, ils cherchent cette confrontation qui leur permette d'avoir ces résultats. Moi, je crois fortement à tout ce que tu as dit, la confrontation. Moi, je crois qu'il faut toujours un lièvre. Voilà. Moi, j'ai toujours, quand je m'entraîne, je dis, tu seras mon lièvre aujourd'hui. Voilà. Et après, quand je passe, je dis, merde, il me faut un nouveau lièvre. Il faut que j'en trouve un nouveau. Exactement. Il me faut un nouveau lièvre. Mais c'est bien. Mais c'est ça le sport. Après, c'est la mentalité. C'est la guéguerre sur l'eau et ça sert à rien, ou c'est plutôt moi j'ai toujours vécu le sport comme ça et encore maintenant c'est voir jusqu'où je suis capable d'aller, bien sûr, voilà. Et puis, après que le meilleur gagne et à chaque niveau voilà, avec ce qui m'est arrivé l'année dernière, si je suis au championnat de France là, c'est déjà pour dire est-ce que j'étais capable de revenir au championnat de France, est-ce que je suis capable de naviguer et de me faire plaisir, et voilà, parce que c'est ça le but. C'est pour rebondir après. Souvent, moi je me suis rendu compte que souvent après un échec ou quelque chose de la vie qui s'est mal passé, je reviens souvent au kayak. Et je me réfugie un petit peu dans le kayak parce que c'est quelque chose que je sais faire, que je saurais toujours faire. Enfin, j'espère que je saurais toujours faire. Et puis ça me permet peut-être de me rassurer aussi parce que je sais le faire, de réfléchir. C'est inné. Presque. Et ça fait tellement longtemps qu'on le fait. Presque, mais c'est pas inné. Tu l'as bien appris. Voilà. Mais c'est ça qui est bien. Mais pour tout. Voilà, si c'est pas du kayak, ça sera du ski de fond. Voilà. Et super, merci de ton temps. C'était un plaisir depuis le temps que je te voulais sur le podcast. Voilà. Et puis tu cours encore demain de toute façon. Je cours encore demain. Tu fais aussi les équipages? Non. Tu fais que demain. Lundi, je vais travailler. Bon. Voilà. Demain, que la force soit avec toi. De toute façon, je suivrai ça de près. Très bien. Si tu gagnes, tu passeras au micro. Okay. Encore une fois. Ça marche. Très bien. Je te remercie. Merci à toi. À bientôt. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement
sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.